racontent l'enfer qu'ils subissent quotidiennement. Et une nouvelle industrie, l'industrie de la nostalgie, quand le yéyé et les vieux succès de la chanson française reviennent à la mode, même auprès des jeunes. C'était jusqu'à récemment un sujet tabou, mais cette semaine, des enseignants ont décidé de briser la loi du silence parce qu'ils n'en peuvent plus d'être victimes de violences physiques ou verbales de la part de leurs élèves. Au-delà des chiffres officiels sur le nombre rapporté d'agressions dans les écoles, bien des gens dans le milieu s'entendent pour dire que la situation est devenue intolérable, surtout dans les écoles secondaires. Chaque enseignant a une histoire d'horreur à raconter, la plupart du temps dans un langage cru, celui-là même qu'on entend de plus en plus souvent dans les classes. Gilles Fizet a 30 ans. Depuis 4 ans, il est enseignant au secondaire. Il est suppléant, il doit donc changer de groupe d'élèves fréquemment. À chaque fois, il n'a que quelques minutes pour gagner la confiance d'une trentaine d'élèves. Il y a 23 000 suppléants comme lui au Québec. Leur tâche n'est pas facile, mais les difficultés qu'a rencontrées Gilles Fizet sont pires que tout ce qu'il avait imaginé. Ma pire suppléance, c'est un vendredi après-midi, il faisait beau. Tous les enseignants et les suppléants de l'école avaient refusé d'aller faire la suppléance dans cette classe-là. Le professeur n'avait laissé aucun travail à faire. Les élèves avaient décidé qu'ils sortaient, alors parce que ça leur tentait pas de finir l'après-midi à l'école. Le problème, c'est que justement, je peux pas les laisser sortir. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je me mets devant la porte et je leur dis, bon, écoutez, là, il vous reste 1 heure à passer, on va essayer de faire ce qu'on peut. Dans ce cas-là, bon, je me suis fait répondre toute la période, mon esti de crise de chien sale, on va sortir mon crise d'innocent, mon esti de con. Puis ça, c'est pas pendant 5 minutes, c'est pendant 1 heure de temps. Et là, ça jouait partout au baseball, c'était essayer de garder la discipline dans un coin, dans un autre. Et à un moment donné, il y a un élève qui a décidé que lui, il sortait. Il m'a foncé dessus, il m'a poussé dans la porte. J'ai repoussé l'élève. L'élève s'est levé, il a sorti le poing, il a fait « Mon esti de Christ, tu me pousseras pas de même, toi. » Puis j'ai avancé vers l'élève, j'ai dit « Sinon quoi? » « Mon Christ, tu me pousseras pas de même, toi. Sinon quoi? » Je sais pas ce qui s'est passé. Là, ça a comme arrêté. Il est allé s'asseoir. Il a peut-être pris conscience de son geste ou je ne le sais pas. Mais il faut dire que c'est un élève qui avait quand même 16-17 ans. Il était plus grand que moi. À partir du moment où on met le pied dans une école secondaire, qu'on est suppléant, parce que le plus souvent, on entre en premier lieu pour faire de la suppléance, on peut être absolument certain qu'on va être confronté à différents types de violences. Denis Geffré sait de quoi il parle. Il a lui-même été enseignant au secondaire et au cégep. Depuis 5 ans, il enseigne à de futurs profs à l'Université Laval. Au fil des ans, il a vu passer des centaines de jeunes qui lui ont fait part de leurs difficultés du métier. Pour lui, il n'y a pas d'équivoque. Il faut restaurer l'autorité de l'enseignant. La plus grande crainte présentement de tous les enseignants que je forme ici, les futurs enseignants, c'est la violence dans leur classe. Ils la craignent comme ça. Avant d'entrer dans leur classe, ils rentrent en tremblant en disant « Oh, et si j'ai des cas d'agression, de violence, qu'est-ce que je fais? Et si on m'agresse, qu'est-ce que je fais? » Ils ne savent pas quoi faire. Ils sont désemparés. Julie Harpin a 25 ans. C'est sa 2e année d'enseignement. Elle a choisi d'enseigner à des élèves qui ont des problèmes de comportement. Il y a de plus en plus de ces élèves dans des classes régulières. Ils sont souvent 3 ou 4 par groupe de 30, et c'est assez pour perturber une classe au complet. Ici, ils sont regroupés, et il y a 3 enseignantes en même temps dans la classe pour s'occuper d'eux. Julie Harpin a eu une formation spéciale pour travailler avec ces cas difficiles. Elle croyait qu'elle était prête à faire face à toutes les situations. J'ai vu des jeunes avec beaucoup de problèmes, je trouve. Ils vivent des choses pas faciles. Ça, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas non plus à voir des jeunes qui avaient autant de difficultés à gérer leur colère et leur frustration. Ils ont pas de moyens pour exprimer ça autre que par la violence. C'est ce qui m'a frappé beaucoup. Julie enseignait depuis à peine 2 mois lorsqu'elle a dû affronter son premier élève violent. Elle a eu très peur. Je me souviens plus, c'était une impolitesse ou quelque chose comme ça. Il avait été agressif dans la classe. Je lui avais demandé d'attendre pour qu'on puisse en parler. Il voulait pas rester. Il s'est levé, je me suis mis dans le cadrage de la porte. Il a lancé un tabouret barre en barre de la classe. Puis il s'est dit non, moi je fonce. Il est rentré, il m'a plaqué dans le mur, puis il est parti. Ça se pensait même pas, quand j'étais élève au secondaire, frapper un enseignant. Ça se pensait pas envoyer promener un enseignant. Aujourd'hui, c'est courant. Je savais pas quoi faire. J'ai fermé la porte de mon local de classe. Je suis partie, je m'en allais dîner.
Ça a été un hasard. J'ai rencontré ma directrice. Je pleurais. Elle m'a demandé pourquoi. Je lui ai expliqué. Puis tout de suite, elle a pris les choses en main, là. La police est venue à l'école. J'ai porté plainte. J'ai plusieurs dizaines d'étudiants à la maîtrise et au doctorat, et je peux vous dire que la plupart des étudiants qui sont venus faire des études avancées ici, c'est parce qu'ils étaient incapables de subir la violence dans les écoles. Et là-dessus, je pourrais vous donner mon propre témoignage. Vous savez, j'ai enseigné au secondaire pendant 4 ans, et si je suis retourné sur les bancs d'école faire un doctorat, c'est parce que j'en pouvais plus. Écoutez, c'est souvent la dépression. Je revenais chez moi à 3h15, je sautais sur mon mountain bike, mon VTT, et voilà, je devais escalader le Mont-Royal et le descendre 3 fois pour me remettre en place, me pacifier, me redonner une santé morale et physique. C'est trop difficile. Quand dans des classes, on prend 50 de son temps, 60 de son temps à faire de la gestion de classe, de la discipline, à rappeler l'ordre, je pense qu'on a un problème grave. On respire par le nez. Mets ton bras ici. Ça va être d'étirer son bras, de mettre son coude plus haut que l'épaule. Son coude plus haut que l'épaule. Et puis ici. Là, il ne peut plus bouger. Il ne peut plus se lever. Robert Arbour est judoka. Pendant plus de 20 ans, il a enseigné à de futurs policiers. Il a aussi développé un cours pour les travailleurs du milieu de la santé. Il leur montre comment contrôler un patient en crise ou violent, dans une salle d'urgence, par exemple. C'est exactement ce cours qu'il donne depuis l'an passé à des enseignants. Le succès a été immédiat. Exactement. Alors ici, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de l'éloigner. En quelques mois, il a formé près de 600 enseignants et directeurs d'école. Cette année, il prévoit en former 3 fois plus. Dans toutes les formations, les gens se sont tous fait agresser. On m'appelle rarement pour faire de la prévention. On m'appelle souvent pas parce qu'il y a un problème qui se déroule actuellement. Et quand on arrive dans la salle, bon, quels sont ceux? Moi, il m'est arrivé ci, il m'est arrivé ça. Il y en a tout le temps 10, 15. Hey, ton tabarnak d'examen, là, si, là, ça va faire... J'ai eu 55, puis c'est ma session qui est sur le diable, OK? Ça m'est arrivé il y a un mois. La violence est insidieuse. On n'est pas capable d'avoir des chiffres officiels. Tout le monde se cache, tout le monde a peur de tout le monde. Ils ont peur de leur réputation, ils ont peur de se faire... Il y a des menaces. Si je dis quelque chose, est-ce que je suis incompétent? Mon patron va-tu me supporter dans tout ça? Est-ce que les jeunes vont-ils se venger? C'est très, très difficile d'obtenir leur juste de façon officielle. Les seuls chiffres officiels disponibles concernent la région de Montréal. L'an passé, une centaine d'enseignants ont porté plainte parce qu'ils ont été menacés ou frappés par un élève. Mais les chiffres seraient loin de la vérité. Dans les cours de Robert Arbour, on lui a raconté plus d'histoires que toutes celles officiellement enregistrées. S'il te fait peur physiquement, tu le mets dans le coin, opposé à la porte. Dans l'un de ces groupes composés uniquement de directeurs d'école, lorsqu'il a rapporté ces chiffres, c'est-à-dire une centaine de plaintes pour Montréal, on n'y a pas cru. Les gens dans la salle ont sauté. Il y en a un qui me dit « Écoute-moi bien, ça n'a pas de sens. » Je dis « Juste dans mon école à moi, j'en ai plus que ça. » À chaque année. À chaque année. Puis il était 26. Je dis « Est-ce que c'est le même partout? » Bien, le monde hochait de la tenue. Oui, c'est comme ça. C'est-tu plus efficace quand tu tournes le poignet? Ben, c'est-tu efficace? C'est-tu plus efficace? Oui, ça peut être plus efficace. Mais qu'est-ce qui manquait? Regarde, là, tu travailles sur le pouce, ça travaille bien, cet enfant-là, mais il manque juste un affaire. Je l'ai fait la semaine Parce que... Tout le monde s'entend pour dire qu'une école n'a pas intérêt à ce qu'on sache qu'il y a de la violence dans ses murs. À l'école Calixa-Lavallée, à Montréal, il y a quelques années, on a dû faire face à ce problème et cette réputation lui a coûté très cher. En effet, la moindre histoire de violence dans une école fait fuir les élèves. Et les élèves, ce sont des clients. Une école reçoit en subvention plus de 5 000 $ par année par élève. Faites le calcul. 20 élèves en moins, c'est 100 000 $. L'école secondaire, maintenant, est sur un marché. Les parents ont un choix d'école entre le privé et le public d'abord. Deuxièmement, même entre les écoles publiques. Donc, une école qui aurait des difficultés majeures, mal contrôlées, ben, risque d'être désertée en bonne partie par sa clientèle. Pierre Gosselin est un des rares directeurs d'école qui a accepté de nous parler de la violence. C'est que dans son école, on ne nie pas que certains élèves puissent être violents. Au contraire, et la position de l'école est claire là-dessus, pas question de laisser un enseignant seul avec le problème. Cette attitude serait loin d'être généralisée. Du côté de la direction, ici à Calixa-Lavallée, les enseignants savent à chaque fois qu'il se passe quelque chose qu'ils peuvent s'adresser dans un premier temps à leur directeur adjoint. S'ils se sont sentis menacés, on invite les enseignants à porter plainte auprès des policiers. On favorise la relation de ce côté-là.
C'était ma première année d'enseignement. C'était 5 jeunes qui m'avaient entouré, qui s'étaient mis à... Au départ, je pense que c'était pour jouer. Ils avaient commencé à me donner comme des espèces de claques, si on veut, partout, le visage, la tête, etc. Au départ, je me disais, bon, c'est un jeu. Quand la cloche a sonné, puis il restait à peu près plus personne, c'était plus tellement un jeu. En tout cas, moi, j'aimais pas le jeu. Et je leur ai demandé d'arrêter plusieurs fois, et ça n'arrêtait pas. J'ai été chanceux que ça ne continue pas, parce que là, il aurait fallu que je passe aux actes, vraiment être violent. Je trouve ça complètement bouleversant. Chaque fois qu'un enseignant rentre dans mon bureau, il me dit « Je n'ai plus le goût de retourner dans une classe, je n'ai plus le goût de retourner dans une école parce que je subis des violences, on m'agresse. » Et je ne me sens pas du tout supporté par la direction. Je ne sais plus quoi faire. J'aurais envie d'enseigner, j'ai l'amour de ce métier-là, mais j'arrive plus à pratiquer ma profession. Souvenons-nous qu'il n'y a pas si longtemps, l'autorité des enseignants faisait peur aux élèves. Aujourd'hui, plusieurs s'en moquent. Certains enseignants n'arrivent même plus à imposer une punition à leurs élèves, même quand ils ont mal agi. C'est courant, je pense, dans chaque classe. T'as pas voulu faire ton devoir, tu vas avoir une retenue. T'es-tu drôle, j'affrais pas ma retenue, puis elle retourne s'asseoir ou elle claque la porte ou... Tu sais, c'est pas vraiment violent, mais quand on y pense... Le monde rit de ça parce qu'on se dit, tu sais, rien qu'une retenue, là, pour qu'est-ce que je viens de faire, j'ai juste une retenue. Tu sais, je vais le refaire. Comme pour un cours foxé, je vais le refoxer mon cours pour avoir une retenue. C'est quoi une retenue pour un cours foxé? Ou ben, tu sais, quelqu'un qui donne une copie à faire puis qui la déchire devant ses yeux. Puis il la met dans la poubelle puis il sort ou qu'il retourne s'asseoir. Un élève fait ça? T'as vu des élèves faire ça? Oui. Quand je dis on commence, faut que ça devienne silence. Jonathan, ben là, moi, je suis pas prête à commencer, alors on va arrêter de parler! Ce que vous entendez s'est passé dans une classe de 3e année, au primaire. Les élèves ont 8-9 ans. Ils fréquentent une petite école tout à fait normale au sud de Montréal. À la demande de la direction de l'école, on ne peut identifier cette classe ni l'institutrice puisqu'on a enregistré ce cours à l'insu des élèves. Bien sûr, ça ne se passe pas comme ça tous les jours et dans toutes les classes. Mais des institutrices d'expérience affirment que de plus en plus d'enseignantes et surtout des jeunes arrivent difficilement à avoir le respect de leurs élèves. Les enfants arrivent en enfant roi, arrivent, moi, je vais avoir toute l'attention. Moi, je fais ce que je veux. Moi, j'ai jamais eu de non. Moi, je veux qu'on m'écoute. Si je fais pas mon affaire, je donne des coups de pied. Quand Pauline Ladouceur a commencé à enseigner il y a 23 ans, elle voulait changer le monde. Son rêve, c'était de donner à tous les enfants le goût de l'école. 23 ans plus tard, ce n'est pas elle qui a changé le monde, mais le monde qui a changé. Et à l'école primaire, le monde, ce sont des enfants. On est intervenu justement la semaine dernière avec une petite ici de première année qui donnait des coups de pied qui hurlait. Et la psychologue et la directrice ont dû se mettre à deux sur une petite de 6 ans pour essayer de contrôler. Oui, il y en a une différence. Non, ils n'écoutent pas. Ils peuvent mordre, ils peuvent fesser, ils peuvent lancer. Puis même s'ils sont, tu sais, quand ils sont en crise, comme on appelle, et là, on doit faire comme un arrêt physique. Parce que s'il y a une menace pour l'autre enfant, ou même pour lui, tu dois l'arrêter. Nicole Gendron a commencé à enseigner en 70. Déjà à cette époque, la relation maître-élève avait changé. Par exemple, il n'était plus question de correction physique à l'école et les élèves tutoyaient leurs enseignants. L'intention était louable. Les adultes voulaient se rapprocher des enfants, devenir leurs amis. 30 ans plus tard, Nicole Gendron n'a pas envie de revenir en arrière, mais elle constate que bien des enfants traitent les enseignants comme un des leurs, et souvent sans aucun respect. Ils sont habitués de se faire dire non, mais au bout de la ligne, souvent l'adulte se tame, puis il finit par l'avoir. Donc, quand tu dis non, ils ne sont pas sûrs que c'est non. Hein? Ils attendent, ils essaient, il y a une première tentative, une deuxième, une troisième. Ils disent, coudonc, elle va bien lâcher un jour. Écoutez, on est sorti de la Révolution tranquille avec une drôle d'idée de liberté, avec une drôle d'idée d'autonomie, avec une drôle d'idée de démocratie et d'autorité. Aujourd'hui, la plupart des enfants, des élèves, même les enfants du primaire et des élèves du secondaire, ont l'impression qu'ils ont tous les droits. Ils ont l'impression qu'être libre, c'est faire tout ce qu'ils veulent, quand ils veulent et avec qui ils le veulent. C'était peut-être plus facile avant, parce que c'était voici l'autorité, voici ceux qui doivent suivre l'autorité, fermez-vous, faites-le, puis on pose pas de questions. Marcia Pilote est mère de 2 enfants, et elle est de ces parents que plusieurs pointent du doigt, de ces parents que l'on dit trop permissifs. Elle est aussi de cette génération qui a beaucoup contesté l'autorité, jusqu'à en devenir allergique. Pourquoi ne pas vivre ce lien-là, parents-enfants, dans un environnement amical?
C'est comme ça que je le voyais. Donc, Adèle avait le droit de me répondre, pas de façon impolie, mais Adèle a toujours eu le droit de m'exprimer le fond de sa pensée. Et oui, des fois, ça prend plus de temps parce qu'il faut que tu t'arrêtes, puis il faut que tu l'écoutes. Puis écouter, ça veut pas dire oui, là, c'est OK, attends, donc c'est ça. Puis écouter... Elle avait le droit de négocier, elle avait le droit de discuter, d'argumenter. Parfois oui, parfois non. Quand il y en a un qui conteste, s'il veut pas faire telle page, ça ne tente pas. C'est pas tragique, là, il lance rien, mais c'est bien de valeur et je veux pas mettre. Il y en a qui vont te le dire carrément, pas le goût, ça me tente pas. Il y en a d'autres qui vont le faire d'une façon passive. Dans le sens, ils diront rien, mais ça fait 10 minutes puis il n'a pas bougé, il n'y a rien d'avancé. Et c'est ça, il y a de plus en plus, à leur façon, les enfants réagissent différemment, mais ça fait qu'il faut, en tant qu'enseignant, tu as à gérer ça. Puis ça en fait beaucoup. Si on parle de jeunes qui apprennent, qui s'affirment et qui contestent l'autorité de façon violente, agressive et irrespectueuse, ça, on parle pas de la même chose. Moi, je vous parle de la façon saine de s'affirmer, de regarder l'autorité comme étant pas nécessairement quelque chose d'épouvantable. Moi, je m'excuse, mais mon père, quand il me parle de son enfance, puis qu'il me parle des curés, puis des sœurs qui lui enseignaient, puis des petits frères qui enseignaient, c'est peut-être que cette génération-là respectait l'autorité, mais il avait peur de l'autorité. On a un défi qui est très sérieux actuellement, c'est comment est-ce qu'on va faire pour que l'école et les parents se parlent davantage. Mais là, on se retrouve avec quoi? Avec des parents qui sont dans des situations, qui ont vécu une expérience qui font qu'ils n'ont pas le goût d'aller à l'école, ou encore toute une génération de parents, maintenant ils sont deux à travailler comme des fous. Michel Jonas est chercheur à l'Université de Montréal. Depuis des années, il s'intéresse au décrochage et à la violence en milieu scolaire. Il vient d'entreprendre la plus vaste étude jamais faite au Québec sur cette question de la violence. Les résultats de ses recherches sont à venir, mais il a déjà enquêté auprès de 3000 enseignants et directeurs d'école et de 30 000 élèves. Ou encore, tu as le parent qui va dire « Ah, mais sacrément, vous autres, si vous pensez que vous allez l'avoir comme vous m'avez eu, vous mettez un doigt dans l'œil. Vous le ferez pas chier, mon enfant, c'est moi qui vais vous avoir. » Des choses plus graves, on va les avoir des parents, là. Ces grosses crises de conne, penses-tu que c'est comme ça? La directrice, elle fait dire ça parent. C'est des choses sur lesquelles ça, on reste un peu estomaqué, là, tu sais. Ou ta crise d'école. Penses-tu que j'aimais ça, moi, aller à l'école? Penses-tu que c'est intéressant? Fait que ta crise d'école, je veux rien savoir. Ça, c'est un parent qui s'adresse à moi. L'an passé, Pauline Ladouceur a goûté à la médecine d'un de ses parents. Une mère qui jugeait que son fils avait été injustement puni. La mère arrive à 1h, mais en gueulant, me disant « Écoute, c'est quoi cette affaire-là? C'est une fête d'enfant, puis il y a juste un travail qu'il n'a pas fait, puis c'est parce que tu n'as pas donné la feuille. » J'essaie de lui expliquer, écoutez, fait qu'elle me pousse. Là, j'ai comme 16 ans, en disant « Écoutez, c'est pas comme ça que ça se passe. » Puis en me disant ça, elle se place de côté, puis elle me donne un coup de pied dans le ventre, là, en me disant tous les mots possibles, impossibles, grosse vache, c'est pas comme ça que tu vas traiter mon enfant, c'est une fête d'Halloween, puis regarde-toi donc ce que tu as l'air, parce qu'on était déguisés. Puis j'essayais de... C'est comme si j'ai figé, puis j'essayais de lui expliquer, écoutez, madame, on va s'expliquer, vous arrêtez, on va s'expliquer, là. Il n'y a eu rien à faire. Je veux dire, tout le long du corridor, c'était l'engueulade, et puis à la fin, avant de partir, elle me lançait une bouteille d'eau. Pauline Ladouceur a porté plainte contre cette mère. Il y a eu procès et la mère a été condamnée. Selon l'institutrice, de nombreux parents refusent que leur enfant soit puni, qu'il le mérite ou pas. Dans ce contexte, il devient parfois difficile d'exercer son autorité. Pourtant, le Code criminel accorde beaucoup de pouvoir aux enseignants. Voici ce qu'il dit. Tout instituteur est fondé à employer la force pour corriger un élève ou un enfant confié à ses soins. En juillet dernier, un juge ontarien est même venu rappeler que cette loi existe et que la correction physique est toujours légale au Canada. Parce que quand l'enfant se débat, il y a des chances que tu laisses des marques. Il n'y a pas le choix, là. Vous avez même un petit de première année, là, ça a du nerf, hein? C'est quand ça réagit puis que tu l'arrêtes, là. Toi, ce que tu veux, c'est le mobiliser. Mais il n'est pas dit que tu es obligé de serrer des fois, là. Pas pour faire mal, pas pour... Puis je sais qu'on nous dit tout le temps, il y a la loi là, du bon père de famille, si tu as agi en bonne cause. Mais imaginez, quand tu te fais intenter une poursuite, t'as beau dire que tu es dans ton droit, tu as fait du mieux que tu as pu, ton objectif, c'était d'arrêter quelque chose pour pas qu'il y ait une blessure, pour pas... Puis en plus, tu te fais poursuivre. C'est toi là, qui dois démontrer que oui, j'agis en bon père, en bonne mère, mais j'ai quand même la loi, là... quand même ça sur le dos, là. Bien sûr, c'est une minorité d'élèves qui menacent les enseignants, les intimident ou même les frappent. Mais il y a des attitudes beaucoup plus répandues, comme le manque de respect ou le déni de l'autorité. Et pour cela, la cible privilégiée des élèves, ce sont les suppléants. La première école que j'ai faite,
C'était une école où est-ce que j'étais le 3e ou 4e enseignant en 2 mois qui prenait les élèves à charge parce que les autres avaient fait des burn-out. Il y en a même une qui était sortie en pleurant. Tout le monde parlait, tout le monde niaisait, tout le monde envoyait promener, en fin de compte. La fille, elle venait rouge, elle venait pomper. Des fois, elle allait dans le corridor juste pour comme se calmer. Elle en parlait souvent avec les autres profs. Les autres profs s'en foutaient parce que c'était une remplaçante un peu avec. Mais la fille, elle disjonctait. Quand ils nous disent « OK, ben vous allez travailler », on va faire « Non, on va pas travailler ». C'est une période libre, je veux dire. Le suppléant, lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il essayait de garder son calme pour pas que lui aussi explose puis commence à pratiquement insulter puis à le tordre le cou là, pour lui dire de faire ce qu'il veut. Là. Sans les détester, est-ce que vous vous amusez à leur faire la vie difficile? Oui. Oui. Qui sont ceux qui devraient faire de la suppliance? Arriver dans une classe, dans un groupe de jeunes que tu ne connais pas, avec un contenu que tu dois maîtriser à la dernière minute, qui est capable de bien faire ça? Ce sont des enseignants d'expérience, des bons enseignants. Ceux qui, à pied levé, ben n'importe qui, c'est pas un problème. Je veux dire, sont capables, vont te prendre une classe, se sentiront pas en déséquilibre, sont capables d'improviser avec un peu de matière s'il faut. Mais qui fait la suppliance? Ce sont les jeunes. Pas ici pour se disputer, on te demande. On va t'arracher la tête, on va t'encore laisser un aidant, OK? Qu'est-ce-moi la paix? Ça, c'est de l'intimidation psychologique. La violence, premièrement, c'est souvent banalisé. Puis deuxièmement, on a de la misère à croire que dans les écoles, même primaires, ce soit si terrible que ça, dans le fond. Probablement qu'elle n'a pas le tour, elle manque d'expérience, elle est jeune, elle commence. Puis l'autre, ben, c'est parce qu'elle est trop vieille, elle doit être fatiguée, c'est le temps qu'elle prenne sa retraite. C'est à peu près ça, en résumé, je pense. Que les gens voient ça de l'extérieur. C'était très théorique à l'université. Hein. Si un jeune fait tel comportement, on applique telle conséquence et ça se règle, tout simplement. C'est pas ça du tout. Le métier d'enseignant, c'est probablement un des plus beaux métiers du monde. Mais est-ce qu'il est perçu comme ça dans l'œil des gens? Pas vraiment. Est-ce qu'on a le respect pour l'enseignant comme on a le respect pour le médecin? Et pourtant, si j'avais à miser sur qui est celui qui va avoir le plus d'impact sur mon enfant, c'est pas mon médecin. Ça va être ma petite maîtresse de première année. On ne sait pas jusqu'à quel point la violence peut affecter les enseignants, mais personne ne peut nier que ça mine plusieurs d'entre eux, et certaines statistiques semblent le confirmer. Il y a 3 fois plus de congés d'invalidité chez les enseignants pour des raisons de santé mentale que dans l'ensemble de la population. Et le tiers des médicaments remboursés aux enseignants ont été prescrits pour traiter des maladies nerveuses. Et c'est un métier qui est de plus en plus difficile et qui est peu valorisant et peu valorisé dans la population. Il faut l'admettre. Donc, des fois, je me dis avant qu'il soit trop tard, peut-être changer de branche. Qu'est-ce que vous feriez? Aucune idée pour l'instant. Quelques semaines après cette entrevue, Gilles Fizet a pris sa décision. Il a définitivement quitté l'enseignement. Il est retourné aux études en sciences de la santé. Ici Radio-Canada.